Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo du programme de Terminal STI 2D, un chapitre qui s'intitule Quels matériaux pour les véhicules. Si on regarde pour une automobile, on s'aperçoit qu'elle contient environ 30 000 pièces, donc toutes en matériaux relativement différents. Si on regarde le cas d'un avion, là on arrive à 3 millions de pièces. Comment choisir le bon matériau? Chaque pièce est conçue dans un but bien précis. Donc, il faut prendre en compte les conditions d'utilisation, à savoir son environnement, le milieu chimique, les contraintes, les radiations, tout ce qu'elle va subir, les températures, combien de temps on souhaite qu'elle vive, cette pièce, et ensuite à quoi elle va servir. Donc, en fonction de toutes ces caractéristiques, il va falloir choisir le matériau. Donc, il y a énormément de caractéristiques à prendre en compte, et donc on en arrive aux différents matériaux. On va commencer par les matériaux métalliques. Donc si on arrive à regarder l'échelle microscopique d'un métal, on s'aperçoit qu'il est composé d'atomes parfaitement organisés. On peut parler d'une structure cristalline, donc un arrangement tout à fait régulier. Alors vous êtes en train de dire, mais comment on peut faire? Là, on a juste l'image d'une loupe, ce qui est évidemment juste une figure de style, puisqu'on ne va pas utiliser une loupe. En fait, pour connaître la structure des métaux, on va utiliser des clichés qu'on appelle clichés de Laue. Donc on va juste projeter des rayons X sur un échantillon du métal. Cet échantillon est entouré de papier photographique. Donc les rayons X vont être en partie déviés, renvoyés, et on va obtenir les points d'impact de ces rayons X sur le papier photographique. Ensuite, on va pouvoir, en général, à l'aide d'un logiciel, retrouver, donc en fonction du motif qu'on a obtenu sur le papier photographique, retrouver la structure du métal. Donc chaque structure du métal est différente, il y a énormément de possibilités d'agencement des atomes, mais à chaque fois on a des agencements réguliers. Donc ça c'est le cas pour les métaux purs. Si on regarde le cas des alliages, donc on a différents types d'alliages. Un alliage, en fait, vous allez retrouver, donc par exemple ici pour un alliage d'acier, donc les atomes de fer, et dans des petits interstices, on va placer un atome de carbone. Donc on va retrouver des atomes de carbone qui sont beaucoup plus petits. Donc on parle d'un alliage par insertion. L'atome qui doit être inséré est beaucoup plus petit. On a dans un acier par exemple de 0,16 à 0,5% de carbone, pas plus. L'autre type d'alliage, c'est un alliage par substitution. Donc là, on va remplacer donc un atome, donc là on a le cas d'un alliage aluminium-magnésium, donc on va remplacer un atome de magnésium par un atome d'aluminium. Quand il y a une substitution, il faut que les atomes aient à peu près la même taille, donc pas plus de 15% d'écart. Donc par exemple pour les jantes, vous pouvez avoir un alliage magnésium à 81%, manganèse 13%, aluminium à 6%. Alors, comment obtient-on des alliages? Donc, on connaît les proportions des différents métaux, et donc en fait, on va respecter ces proportions, on va fondre les différents métaux à des températures bien précises, de façon à ce qu'ils deviennent liquides et qu'il y ait un mélange qui se fasse intime au niveau de la matière. Donc, les atomes puissent se placer, différents atomes, soit par insertion, soit par substitution. Et en ayant refroidi, on va se retrouver avec l'alliage tel quel, donc un mélange tout à fait homogène de ces atomes. Quelles sont les propriétés des métaux? Donc, on va retrouver des électrons libres qui vont circuler. Donc, grâce à ces électrons libres, les métaux vont être de bons conducteurs thermiques, de bons conducteurs électriques, et grâce à leur structure ordonnée, qui va être aussi une structure répétitive, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les métaux vont avoir une bonne résistance mécanique.
Alors si on fait quelques remarques, puisque les métaux ne sont pas parfaits, c'est que le fer, par exemple, est très sensible à l'oxydation. Donc on entraîne la formation d'un oxyde de fer qu'on appelle la rouille, on en parlera plus tard. L'aluminium, lui, est fréquemment utilisé dans les transports car il a une faible masse volumique, il ne craint pas la corrosion. Par contre, il va être plus cher que le fer. Une deuxième catégorie de matériaux que l'on va voir, c'est donc les matériaux organiques. Donc, ils contiennent majoritairement des atomes de carbone. Alors on distingue deux familles différentes. La famille qui contient les bois, carton, coton, cuir, caoutchouc, donc on va parler de matériaux organiques plutôt naturels. Et puis il y a les polymères, qu'on appelle aussi plastiques dans le langage courant. Donc ceux-là sont synthétisés par l'homme. Donc ce sont des chaînes de motifs qui se répètent. Ils sont issus de la réaction de nombreuses molécules longues qu'on appelle monomères. Leur nom commence par le préfixe poly. Donc si vous regardez, pareil, une matière plastique, donc composée de longues chaînes de ces molécules, d'où le terme de polymère. Un exemple de polymérisation, donc un petit rappel de ce que vous avez vu l'an dernier en première. Donc on part d'une molécule qu'on va appeler un monomère, donc molécule assez courte, et on va en fait additionner un grand nombre de ces monomères pour former le polymère. Donc ça va former une très grande chaîne qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers de molécules de monomères qui vont se répéter. Donc le motif que vous voyez ici, ce motif-là correspond pas exactement au monomère. Vous voyez qu'il y a une différence. En fait, quand on a formé cette molécule, la double liaison s'est cassée et donc c'est ouverte de façon à ce que les atomes de carbone puissent se fixer aux autres monomères. Donc on obtient pour obtenir le polymère. Les propriétés de ces matériaux organiques. Alors, sauf exception, ils ne vont pas s'oxyder. Ils ont une faible masse volumique, donc ils sont assez légers. Ce sont de mauvais conducteurs électriques. Lorsque la température augmente, les polymères vont avoir un comportement particulier et différent. Donc on va distinguer les thermoplastiques. Donc, ce sont les polymères qui vont se ramollir avec l'augmentation de la température. Donc on cite le PVC, polyamide, etc., polymères pour carrosserie, et les thermodurcissables. Donc leur dureté augmente avec l'élévation de température. Donc plus ils chauffent, plus ils deviennent rigides. On doit distinguer aussi des polymères qu'on appelle élastomères, qui peuvent subir une très grande déformation à attraction avant rupture, donc les caoutchoucs synthétiques, les néoprènes, etc. Donc on a parlé aussi des caoutchoucs naturels, qui sont donc les pneus sont un mélange de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique. La troisième famille, ce sont les matériaux minéraux qu'on appelle aussi céramiques. Donc on va repérer les céramiques traditionnelles, donc à partir de minéraux d'origine naturelle comme les roches, les sables et sédiments, donc la brique, la tuile et le verre, qui est lui formé à partir de sable. Et puis les nouvelles céramiques, donc les céramiques techniques ou néocéramiques, donc par exemple l'oxyde de titane, d'alumine, de silicium, qui sont utilisés dans pas mal de matériaux. Leurs propriétés, on peut les façonner à chaud, ce sont de bons isolants électriques, elles résistent aux chocs thermiques, aux grandes températures, elles sont donc les céramiques techniques qu'on utilise ont une grande dureté, donc elles ne sont pas aussi fragiles que les céramiques traditionnelles, et une grande résistance à l'usure. Donc un exemple d'utilisation de céramique à base d'Al2O3, donc vous pouvez regarder, l'exemple le plus connu c'est ce qui se passe dans les pots catalytiques, où donc il faut une grande résistance thermique, mais on a énormément d'applications, vous pouvez prendre le temps de les lire, donc principalement résistance mécanique, tenue aux corrosions, à l'abrasion, choc thermique, etc., etc. La quatrième catégorie, ce sont les matériaux composites. Donc ils sont constitués d'au moins deux matériaux qui ne vont pas se mélanger. Ils ne vont pas se mélanger, mais qui vont adhérer entre eux. Le nouveau matériau obtenu va posséder des propriétés que les éléments seuls ne possèdent pas. Donc, si on regarde un exemple de fibre de verre, donc vous avez en fait un polymère et du verre à l'intérieur. Les fibres de carbone, ce sera un polymère et des fibres de carbone. Donc
Donc on va retrouver toujours un ensemble de fibres. Donc vous voyez différentes dispositions des fibres qui sont toujours donc coulées dans un polymère. À l'échelle mésoscopique, les matériaux composés d'un tissage de fibres résistantes noyés dans un liant qu'on appelle matrice, donc le polymère. Alors, le renfort, ça va donc être les fibres, souvent des fibres de carbone ou de verre. Elles sont souples, mais elles sont résistantes. Donc, elles vont être tissées dans un sens, dans l'autre. Il y a plusieurs possibilités. Donc, soit un tissage en 2 directions, soit un assemblage en 3 directions, suivant les propriétés qu'on veut donner au matériau. La matrice est constituée souvent d'une résine qui va permettre de donner la forme et de rigidifier l'ensemble et de protéger les fibres du milieu extérieur. Donc, l'intérêt de ces matériaux composites, ça va être donc qu'on va pouvoir dans un moule disposer les fibres suivant l'orientation qu'on veut leur donner, et ensuite on va pouvoir couler la matrice. On va obtenir donc une pièce qui va avoir une forme très spécifique, donc très parfois compliquée, qui va nous permettre donc d'avoir aussi des bonnes résistances, beaucoup plus résistantes que ce qu'on aurait pu avoir avec un polymère pur. Donc, un petit rappel, la composite, c'est donc une matrice avec un renfort. Tous les matériaux vont subir le vieillissement et les métaux et une certaine corrosion. Si on regarde ce que va subir le matériau, donc principalement des contraintes mécaniques. Ça peut être traction, compression, flexion, cisaillement, torsion, etc. Donc suivant l'usage de la pièce mécanique, il va y avoir énormément de contraintes différentes. Pour choisir le bon matériau, on va lui faire subir des tests pour vérifier s'il est capable de tenir les contraintes qu'on attend de lui. Donc pour ça, on va faire des éprouvettes, donc qui peuvent être cylindriques ou plates. L'éprouvette donc a une forme particulière que vous voyez là. L'intérêt, c'est que aux 2 extrémités, elle va pouvoir être attachée dans une machine qui va exercer cette contrainte qu'on attend d'elle et qu'on va pouvoir mesurer. Alors un exemple, un essai en traction. Donc une éprouvette va subir une traction, donc une force à ses 2 extrémités. On va voir que elle a une longueur de départ L0 que vous voyez là, et donc sous l'effet des forces, de ce couple de forces, elle va subir un allongement delta L. Donc la pièce va devenir plus longue. On va donc à la fois mesurer les contraintes exercées, donc la contrainte étant le rapport de la force sur la surface. On se retrouve, en fait, elle est homogène à une pression, elle va s'exprimer en pascal, et on va mesurer ensuite, à partir de l'allongement, on va déterminer la déformation, donc qui est le rapport entre l'allongement par rapport à la longueur initiale. On obtient une courbe qui ressemble à ça. Donc, sur cette courbe, on voit différents domaines. Tout d'abord, le domaine élastique. Donc, c'est cette partie en bleu. Donc, tant qu'on est dans ce domaine, tant qu'on étire dans ce domaine, le matériau va pouvoir reprendre sa position de départ, exactement une fois que les contraintes auront cessé. Puis vous avez un domaine qu'on appelle le domaine plastique. Là, les déformations seront irréversibles, c'est-à-dire que le matériau ne reviendra pas à sa position initiale, mais il va pouvoir continuer à s'allonger. Un dernier domaine, le domaine de la striction. Donc là, le matériau commence à se déformer de façon irréversible et il s'affaiblit jusqu'à la rupture que vous obtenez ici. Donc vous avez 2 points importants, le point qui est la limite d'élasticité ici et le point de résistance à la traction. Au-delà, le matériau en fait n'est plus utilisable puisqu'il est fragilisé. On va considérer qu'en général, le matériau doit rester dans ce domaine élastique. Donc
quand on est dans ce domaine, le E que vous voyez là correspond au module d'Young, qui correspond donc à la pente de cette courbe élastique et qui donne des informations sur les propriétés du métal, du matériau en tout cas. Deuxième possibilité, les contraintes thermiques. Donc, vous savez qu'un changement de température va entraîner une modification de la distance interatomique, distance entre les atomes. La plupart des matériaux vont se dilater en se réchauffant et se contractent en se refroidissant. Un exemple. Donc, au niveau d'un pont, vous avez souvent ce qu'on appelle une sorte de joint de dilatation, comme ceci. Pourquoi? Si on l'observe de plus près, à faible température, vous voyez qu'ils sont relativement séparés. Par contre, si la température augmente, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a un rapprochement. C'est-à-dire que donc, au niveau du pont, le pont va être beaucoup plus sensible à la dilatation thermique. Et donc, à haute température, tout l'ensemble du matériau du pont va se dilater et donc va faire se rapprocher le joint de dilatation que vous avez là. Donc, troisième contrainte, la corrosion des métaux. Donc, vous connaissez, tous les objets en fer, à base de fer, vont subir cette corrosion. Alors, un petit rappel. Donc, un réducteur va être oxydé pour former l'oxydant en donnant quelques électrons, un ou plusieurs électrons. La réaction inverse s'appelle une réduction, elle est possible. Donc l'ensemble forme un couple oxydant-réducteur. Si on prend le cas d'un métal, donc un métal risque de subir une oxydation et de se transformer en ion métallique en cédant des électrons. Quelques exemples de couples. Donc vous voyez à chaque fois le métal, fer, aluminium ou cuivre, et donc le réducteur. Le réducteur va être oxydé. Donc le cas du fer en fer 2+, l'aluminium en Al3+, le cuivre en Cu2+. La demi-équation qu'on obtient, le fer égale Fe2+, plus 2 électrons, l'aluminium donne Al3+, plus 3 électrons, et le cuivre donne Cu2+, plus 2 électrons. Donc, oxydation. Alors, comment savoir quel métal va pouvoir être oxydé et par quoi? Donc pour cela, on place sur une échelle électrochimique, donc il y a une échelle électrochimique qui existe. Donc chaque couple redox correspond à un potentiel, une valeur qui permet de se placer sur cette échelle. Donc vous aurez donc, dans les exercices soit le tableau qui vous sera donné, cette échelle électrochimique, soit les valeurs des différents potentiels de chaque couple vous permettant de les placer. Donc, le principe de cette échelle, le pouvoir oxydant croissant est vers le haut, le pouvoir réducteur croissant est vers le bas. Donc, si on prend le cas plus facile d'oxydation, ça va être par le dioxygène de l'air. Donc, vous voyez que le dioxygène de l'air va être capable d'oxyder tous les métaux qui se trouvent en dessous de lui. Donc, le cuivre, le fer, le chrome, le zinc, l'aluminium, le magnésium. Un autre exemple, H+, qui va correspondre à un acide. Donc si vous prenez l'acide chlorhydrique, un mélange d'ion H+, et Cl- en solution, donc les ions H+, vont pouvoir attaquer le fer, le chrome, le zinc, l'aluminium, le magnésium, mais pas le cuivre. D'accord? Le cuivre va être le métal qui va résister à une attaque acide. Par contre, il va être aussi oxydé. Petite expérience réalisée avec la rouille. Donc, 7 tubes à essai différents. Le premier qu'on a placé un clou en base de fer, donc à moitié dans l'eau, à moitié dans l'air. Le deuxième tube à essai, on a utilisé de l'eau bouillie de façon à enlever l'oxygène, maximum l'oxygène qu'il y avait à l'intérieur. Le clou est totalement dans cette eau bouillie et on a mis une couche d'huile au-dessus censée empêcher l'air de passer. Dans le troisième tube à essai, donc on a mis du chlorure de calcium qui est un desséchant. Donc le clou est à l'air, mais avec ce chlorure de calcium qui va absorber toute humidité de l'air qu'il y aura dans le tube. Le quatrième, donc le clou est à la fois dans l'air
et dans de l'eau, cette fois-ci salée, donc avec des ions. Le cinquième, donc on a peint le clou avant de l'immerger dans de l'eau et au contact de l'air. Donc vous voyez correspondance avec le premier tube. Le sixième tube, on a entouré le clou de fer d'un tortillon de fil de cuivre, placé à la fois dans l'air et dans l'eau. Et le dernier, donc on a entouré le clou d'un tortillon, cette fois-ci de fil de zinc, et placé dans l'air et dans l'eau. Au bout d'une journée, on va pouvoir observer déjà, dans l'eau, contact de l'eau et de l'air, de la rouille se forme à la surface et au fond. Dans l'eau bouillie, très peu de réaction. Au niveau du chlorure de calcium et l'air, aucune réaction. L'eau salée, beaucoup de rouille. Le clou peint, pas de rouille. Au contact du cuivre, de la rouille. Au contact du zinc, pas d'attaque. On va avancer un peu. Aux 2 jours, vous pouvez voir l'évolution. Au bout de 3 jours, 4 jours et 7 jours. Donc, on fait un petit bilan. Dans l'eau bouillie, beaucoup moins d'attaques que dans l'eau et l'air. D'accord, il y en a eu un peu, mais très peu. Donc elle ne devait sûrement pas être assez bouillie ou devait rester un peu d'oxygène. Au niveau du chlorure de calcium, vous voyez aucune attaque. Dans l'eau salée, une grosse attaque. D'accord, le clou est bien abîmé. Au niveau du clou peint, intact. Le clou au contact du cuivre a rouillé. Le clou au contact du zinc n'a pas rouillé. Alors, si on regarde un peu les facteurs de corrosion, donc ce qui correspond aux 4 premiers tubes, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le clou au contact de l'air, mais pas d'humidité, n'a pas rouillé. Le clou au contact de l'humidité avec très peu d'oxygène a moins rouillé que celui au contact de l'air et de l'eau. Donc nécessité de la fois pour une formation de rouille de l'air et de l'humidité. On remarque que le fait que la solution soit ionique est un facteur aggravant pour la rouille. Ensuite, les moyens de protection. Une protection physique, c'est-à-dire le clou peint, va protéger le clou de la rouille. Si on utilise un métal qui est pour protéger le clou en fer qui est situé plus haut dans l'échelle électrochimique, vous voyez que ça n'a aucune incidence. Par contre, le zinc est situé en dessous dans l'échelle électrochimique. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que le clou n'est pas attaqué. En fait, si on compare, c'est en fait le zinc qui a subi une légère attaque, qui est en fait une passivation, on va en reparler après. Donc, pour protéger un métal, il faut utiliser un autre métal pour le mettre en contact, qui est situé plus bas dans l'échelle électrochimique et qui va être oxydé à la place du clou en fer. Voilà ce qu'on peut retenir à ce niveau-là. Alors, en cas de protection contre la corrosion, comme on vient de voir, on peut déposer une couche de peinture, mais aussi de plastique sur le métal. Cette couche va créer une barrière entre le métal et le milieu environnement. On peut créer une protection par couche d'oxyde. Donc certains métaux peuvent créer naturellement une couche d'oxyde protectrice. Donc ce métal au contact de l'air va être oxydé et cette oxydation, cette couche d'oxyde protectrice va le protéger. Donc c'est le cas pour l'acier, le titane, le chrome, le zinc, surtout l'aluminium. Donc cette méthode s'appelle passivation ou anodisation. Donc vous avez quelques exemples devant vous. Le toit en plomb qui s'est recouvert d'oxyde de plomb pour la cathédrale de Paris. Un toit en cuivre, donc si on fait un toit en cuivre, au début il va y avoir la belle couleur du cuivre orange comme ça, et ensuite par oxydation, il va petit à petit prendre cette teinte vert de gris, donc qui sera superficielle et qui va protéger le métal cuivre en dessous. Même chose pour le zinc, toiture en zinc, vous allez avoir au départ un zinc bien brillant, mais qui va petit à petit s'oxyder superficiellement en oxyde de zinc,
en oxyde de zinc, qui sera beaucoup plus terne, mais qui protégera le zinc en dessous. Troisièmement, on peut faire une protection par dépôt métallique. On va déposer sur un métal à protéger une couche d'un autre métal qui va mieux résister à la corrosion. Donc, le métal protecteur va en général subir aussi une passivation qu'on a vu au paragraphe précédent. Donc, ce dépôt métallique très fin se fait dans un électrolyseur. Donc, on fait qu'un générateur, on fait passer un courant dans un bain d'électrolyse. Donc la plaque de cuivre ici par exemple, qui va être consommée petit à petit, les ions cuivre vont venir se déposer sur cette pièce à cuivrer, qui va donc se recouvrir d'une couche uniforme de cuivre, de métal cuivre, qui pourra ensuite être passivé, donc oxydé, et donc qui va préserver, par exemple, si le métal était en fer, donc il va le protéger cet objet. Donc le cas par exemple de citerne, puisqu'on ne va pas utiliser un zinc complet, mais on va créer une couche de zinc qui va le protéger par la suite. C'est le cas de nombreux matériaux. Alors, la protection par anode sacrificielle. Elle va consister à placer sur un métal à protéger un autre métal situé plus bas dans l'échelle électrochimique. Donc c'est le principe de ce qu'on a vu avec le clou, entouré de zinc. Ça ne marchera pas un clou entouré de cuivre. Donc c'est la même chose. Donc vous le marquez sur un bateau, vous avez des anodes sacrificielles ici, là, qui sont des morceaux de zinc qui vont être oxydés à défaut du fer. Donc ça permet de protéger le bateau. Donc c'est le cas de piliers en béton, de canalisation, etc., etc. Alors la coque d'un bateau est faite d'acier, c'est-à-dire d'un alliage de fer et d'une faible proportion de carbone. Sur la coque, on place ces petits éléments de zinc, ça peut être aussi du magnésium. Ce sont ce qu'on appelle des anodes sacrificielles, c'est-à-dire qu'elles vont être attaquées, corrodées à la place, dans le cas de la coque du bateau. Alors, par contre, il faut faire attention, surveiller, parce qu'elles peuvent être, en étant corrodées, elles vont finir par disparaître. Donc il faudra les remplacer plus ou moins régulièrement, de façon à protéger le bateau, la coque du bateau par exemple. Quelles sont donc les capacités exigibles dans ce chapitre? Donc vous devez pouvoir distinguer les différentes familles de matériaux dans un dispositif de transport et lier les propriétés à leur utilisation. Donc illustrer le rôle des différents facteurs qui agissent sur la corrosion des métaux et le vieillissement des matériaux, et prévoir différents moyens de protection et vérifier expérimentalement leur efficacité. Voilà, c'est fini. Donc j'espère que vous avez bien pu comprendre tout ce qui était mis en jeu dans ce chapitre. Si vous avez des questions, on se retrouve en cours très vite. Bon courage.